bon, faire une communauté d'agglomération pour gérer la pénurie de moyens qu'on a déjà à l'échelon communal, mutualiser un tant soit peu, prétendre être des meilleurs gestionnaires. Bon, ça a ses limites. Surtout si c'est faire une communauté d'agglomération pour démanteler les services publics et permettre à des sociétés privées de faire les poches des citoyens, parce qu'avec l'impôt, avec la facture de l'eau, avec la billetterie des transports en commun, au lieu de faire du service public de qualité, eh bien, on en donne beaucoup à ces entreprises, que ça soit Veolia Transdev, que ça soit Veolia pour la flotte, que ça soit Veolia pour les déchets, que ça soit Cofeli pour le chauffage urbain, bref, selon l'endroit où on est, si on se fait élire pour aller au 11 novembre et au 8 mai et dire c'est les autres qui ont le savoir-faire, je délègue tout aux sociétés privées, j'ai envie de dire c'est pas la peine de se présenter aux élections. Bon. Ensuite, par les temps qui courent, nos concitoyens sont ultra sensibles à ce qu'ils payent et à pourquoi ils payent et combien ils payent. Des communautés d'agglomération qui démantèlent les services publics au nom des seuls indicateurs financiers pour faire plaisir à l'affichage vis-à-vis des banques et des agences de notation, eh bien, sont des communautés d'agglomération qui surtaxent les citoyens. Puisque quand on délègue à des sociétés privées des services publics, eh bien, on leur permet de faire des marges. Quand vous comparez comptablement, oubliez la politique 5 minutes, vous comparez le budget annexe d'une régie autonome de transport avec le budget, le compte annuel de résultats de Veolia Transdev, quel que soit le territoire, ça sera ici comme ailleurs, eh bien vous vous rendrez compte que les usagers des transports et ceux qui acquittent le versement transport, c'est-à-dire les entreprises de plus de 9 salariés, eh bien se retrouvent à payer des trucs qui n'ont rien à voir avec le service rendu. D'abord, ces sociétés vous font payer leur impôt sur les sociétés. Elles vous font payer leurs impôts locaux, si vous arrivez à vérifier d'ailleurs ce qu'elles vous répercutent réellement. Elles vous font payer des salariés qui sont parfois sans rapport avec l'activité du service qui vous est rendu. Elles vous font payer ce qu'elles appellent être des contributions financières aux organismes centraux. Enfin, la traduction en langage courant, c'est remontée financière à la holding, que ça s'appelle. Voilà. Et le résultat de fin d'année, parce que ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ils sont bien venus là pour gagner de l'argent, eh ben, s'évapore, pchit. Alors qu'en gestion publique, nous pouvons attester dans les villes comme dans les communautés d'agglomération que s'il y a un résultat à la fin de l'année, il constitue la première recette de l'année d'après. Ça s'appelle un excédent et on affecte ce résultat et il constitue une recette qui permet de faire tantôt ici de la gratuité des transports en commun, tantôt ici la gratuité des premiers mètres cubes d'eau comme vous le proposez dans votre programme, ou certains vous diront non, il vaut mieux baisser la facture de ceci ou baisser les impôts pour cela. Bon, je dirais, c'est du ressort du choix politique d'année en année, mais je veux dire, c'est une culture publique qui est sous le feu du débat démocratique, de la diversité politique issue des élections. Alors que quand vous signez des contrats pour 10 ans, pour 20 ans, avec des entreprises privées qui se barrent avec le savoir-faire, la technicité, le matériel, etc., les élections municipales passent, et maintenant les élections communautaires, puisque nous allons élire par le même bulletin de vote les élus du niveau communauté d'agglomération et les élus du niveau municipal, mais circuler, il n'y a rien à voir, les contrats ont été signés par Mme Roig et ils ont une portée supérieure à la durée du mandat des prochains élus qui vont de 2014 à 2020. Bon, voilà, je prends comme ça un exemple qui vous concerne, mais c'est pour dire c'est un déni total de démocratie. Il y a en effet la possibilité de bâtir des communautés d'agglomération, de projets. Alors je ne dis pas qu'entre les majorités qui sortiront des différents conseils des élections municipales et donc qui vont amener à ce que soit élu le même jour le conseil municipal et la part venant de la commune du conseil de communauté, puisque vous aurez à gauche la liste du conseil municipal sur le bulletin de vote et à droite la liste du conseil communautaire. Je vous passe les mécanismes et les règles d'établissement de ces listes.
eh bien, bien sûr qu'il y aura de la diversité politique. Et que notre camp, les défenseurs des services publics, les partageux que nous sommes, nous ne serons pas forcément majoritaires dans ce conseil communautaire. Bon, mais on prétend mener le débat. Bon. Et on prétend ne pas être dans le secret de l'Élysée-Loire, donc à cette étape, nous l'assumons, vocation à diriger non seulement les communes, mais aussi la communauté d'agglomération, comme partout nous portons, comme ici, autour d'André Castelli, une liste autonome des politiques d'austérité. Donc, au niveau communautaire, avec nous, ne comptez pas qu'on laisse faire les marchands de biens, nous remplir les espaces, faire de la spéculation immobilière et fait que le foncier devient inaccessible, les gens ne peuvent plus avoir le droit au logement parce qu'il est devenu hors de prix. Comptez sur nous pour intervenir, pour maîtriser le foncier, avoir une stratégie qui va rassembler des fonctions indispensables à la vie dans un bassin de vie et qui va faire que, on va essayer de libérer du temps, qu'il y ait moins de temps aliénant pour nos concitoyens. Et nous, on ne se résigne pas à l'idée qu'ils sont ballottés d'un coin à l'autre, d'un département, d'une région, pour dormir, bosser, accéder aux services, aux loisirs, à la nature, etc. Bon. J'ai vu que vous défendiez les circuits courts. Oui. Vous avez une approche ambitieuse qui fonctionne aussi avec l'idée qu'on ne supporte plus l'artificialisation inutile des sols. Et que l'urbanisme compact, les fonctions d'habiter, de services publics, de nature, indispensables à l'épanouissement, à l'accès aux services publics, tout ça va être dans des distances ou des espaces-temps, si je puis dire, plus ramassés. Bon, ça libérera du temps à l'échelle de la journée, à l'échelle de la semaine, pour nos concitoyens, d'avoir ce type de stratégie. On sait aussi qu'on limitera l'impact sur le climat, sur la biosphère, par le fait que nous avons cette stratégie de circuit court. Je suis certain que, pour l'avoir démontré au niveau d'une communauté d'agglomération, qu'on peut être des élus municipaux et communautaires qui, au lieu d'être obsédés par l'idée de remplir, de signer des permis de construire, de faire des belles places en marbre, en pavé, en je ne sais quoi, qui étanchent toutes les surfaces en faisant fi complètement des conséquences en termes d'inondation, je veux pouvoir dire qu'on sait mettre dans des budgets communautaires chaque année des crédits pour déminéraliser les surfaces, pour repartir des usages qui sont faits de l'espace public. Alors ça passe du fait déjà que c'est un espace public et pas un espace privatisé qui a vocation, comme vos parkings, à faire du business. Ça, c'est évident. Ça veut dire qu'on se repose la question de comment sont les surfaces et quel est le statut des espaces publics pour aller d'un point à un point B en fonction de son mode de déplacement. Est-ce qu'on construit tout par rapport à la bagnole ou on se préoccupe de la place, du piéton, du vélo, de la sortie d'école, du trajet plus court pour aller aux commerçants du coin, etc., etc. Et du coup, on n'est pas obligé de tout goudronner, tout bétonner, et on peut poser la question, non pas par amour de la petite fleur et de la nature, mais quelle est notre contribution à nous, les urbains, à l'enjeu écologique, dès lors qu'on part de l'idée qu'il y a une catastrophe écologique qui s'avance, que le réchauffement climatique est réel, et que l'enjeu qui est posé, c'est pas de savoir si la Terre va continuer à tourner sans nous, mais si l'humanité va pouvoir survivre. Et c'est ça le débat. Est-ce que dès l'échelon local, sur la question énergétique comme sur la question de l'espace urbain, on met en œuvre des choses qui inversent le cours des choses. Voilà. Non pas pour agir en égoïste, mais pour amener une contribution écologique à l'enjeu de survie de la civilisation humaine. Il en va de même sur la question énergétique. Je suis pour un grand service public de l'énergie, nous nous battons pour ça, mais est-ce que si on a des espaces, des surfaces, du vent, des toitures de services publics, des déchets à valoriser, on n'amène pas une contribution supplémentaire à la part de l'énergie renouvelable en France par des initiatives locales, non pas pour nous-mêmes dans nos villes, mais pour augmenter la part de production d'énergie renouvelable dans l'énergie produite au détriment notamment de l'énergie
de l'énergie fossile, même si nous appelons de nos voeux un référendum sur l'avenir du nucléaire dans notre pays. Ça dépasse, même si c'est important dans le débat démocratique, l'enjeu d'une municipale. Donc, je veux pouvoir dire que construire un projet politique, le faire partager, parfois on retrouvera des opposants politiques. Moi je vois, tu as cité le service public de l'eau. Je suis, la vie a fait, je ne tire pas une gloire personnelle particulière, ce n'est pas le sujet, mais je suis parmi les cofondateurs France Eau Publique, le réseau des gestionnaires publics de l'eau. Eh ben, il y a des gens qui ne sont pas du tout de notre camp politique, qui sont d'accord avec nous sur le fait de gérer publiquement. Parce qu'on va répercuter à l'usager un coût du service. Et pas surfacturer de trucs qui n'ont rien à voir avec le service qui est rendu. Après, on n'est pas d'accord sur tout. Il y en a qui sont obsédés par la performance technologique et technique et sur la manière de sous-traiter ou d'accorder des marchés. Puis il y en a d'autres qui veulent faire, comme nous, le maximum de choses en interne à la régie et de nous poser la question des besoins. Est-ce que dans votre bassin de vie, tous les usages de l'eau sont égaux entre eux? Est-ce que l'eau de la cuisine et de la salle de bain, ou l'eau pour ne pas crever de soif dans 3 jours, si vous ne vous résignez pas à leur demander d'aller acheter 500 € d'eau minérale par an pour ne pas crever, parce que c'est ça, avec le tarif moyen de l'eau minérale au magasin. Et les usages de type professionnel, eau qui concourt à un chiffre d'affaires, eau utilisée par les administrations et les associations, est-ce que tous ces usages-là sont égaux entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas des seuils de consommation qui deviennent vraiment exagérés? Je veux dire, l'entreprise Veolia a une faculté à pratiquer la dégressivité des tarifs, c'est genre la prime à laisser le robinet ouvert, alors qu'il y a quand même des seuils de consommation. Je ne parle pas de la consommation moyenne des familles nombreuses dans les quartiers populaires, rassurez-vous. Il faut savoir faire une étude fine de la réalité de la vie de son bassin et de son peuplement pour déterminer des règles, pour dire ça c'est plutôt du confort et ça c'est plutôt de l'indispensable ou du vital. Bien entendu, et je ne vais pas vous dire quelle est la science exacte qui s'appliquerait chez vous en la matière. Mais s'interroger sur le fait que y a des niveaux de consommation qui sont vraiment du ressort du luxe, pour ne pas dire du mésusage. Bon. Dans mon expérience de gestionnaire public de l'eau, moi c'est un chef d'entreprise qui s'est levé et qui m'a dit « mais j'entends ce que dit le comité Attaque à propos du fait que l'eau vitale ne peut pas être accessible dans les mêmes conditions que l'eau qui concourt à un chef d'affaires dans mon process industriel. » Et il a dit « je l'entends d'autant plus que personne ne met sur la place publique le fait que les entreprises en France bénéficient de 60% d'exonération de la charge eau avant impôt. Alors que la famille dans la cuisine et la salle de bain, elle n'a aucune exonération fiscale pour l'eau qui lui sert à vivre et à être en bonne santé. » Et donc là, il y a une inégalité flagrante. C'est ce qui a amené chez nous à ce que le principe d'égalité devant le service public, auquel nous sommes nous très attachés, eh bien, on s'y intéresse et on le regarde à partir de catégories d'usagers homogènes. C'est-à-dire que l'égalité face au service public de tous les usagers domestiques, oui, parce que c'est un usage dans la cuisine et la salle de bain. Mais que les usagers qui utilisent l'eau à des fins directes ou indirectes pour faire un chiffre d'affaires, eh bien ceux-là, ce n'est pas les usagers qui doivent être égaux par rapport aux usagers de la catégorie cuisine, salle de bain. Voilà. Et le droit français, j'ai fait beaucoup sur l'eau là, mais le droit français permet, par les articles du Code général des collectivités territoriales que je peux tenir à votre disposition, j'ai même ça dans ma clé USB qu'on pourra aller chercher tout à l'heure, comme des arrêts du Conseil d'État, de longue date, dans des cités balnéaires, dans des communes touristiques. Je parle même dans le Puy-de-Dôme, là où il y a notre ami André Sachaigne et notre camarade André Chassaigne et mon camarade Tony Bernard, maire de Châteldon, qui préside le parc naturel d'Ivarois-Forez. Ça fait belle lurette qu'ils font la différence entre la résidence secondaire et la résidence principale pour que les gars qui sont là toute l'année ne se payent pas dans leur facture d'eau les infrastructures pour ceux qui viennent 3 mois de l'année.
Hein. Et dans les stations balnéaires ou les stations de ski, ça fait belle lurette qu'ils ont fait la différence entre l'eau des hôtels et l'eau de ceux dont la résidence principale est d'être dans le village de montagne. Donc, je dirais, le monde rural qui n'a jamais vu venir le logo et l'attaché-caisse de la multinationale, ils ont déjà tout inventé. La France recèle par ses 24 000 services publics de l'eau et de l'assainissement d'expérience, et leurs 10 000 contrats, là, Veolia, Suez et la SOR, c'est rien, quoi. Hein. Nous avons un formidable vivier d'expérimentation écologique, sociale, d'avancée en matière de gratuité, donc de nouveaux droits. Parce que l'idée à laquelle je veux arriver, c'est que ces outils, ces communautés d'agglomération, elles ne servent à rien si elles sont là que pour conforter des châtelains municipaux, des cumulards de services et des barons. Elles servent à quelque chose si elles redistribuent l'impôt. Quoi de mieux que d'ouvrir des services publics, de les défendre, voire de les rendre accessibles gratuitement, parce que déjà on paye nos impôts, hein, et l'impôt local est déjà pas très juste. Donc si en plus c'est la double peine parce qu'on est obligé de retourner payer, ça commence à bien faire. Donc nous, dès qu'on peut, hein, notre culture, ce sera chasser les profits, les rendre en services publics de qualité, et parfois, si on le peut, en gratuité de ces mêmes services publics, au cas par cas, en fonction des priorités qui seront évaluées. Mais qui seront évaluées non pas par nous dans l'alcôve d'un bureau, et j'ai vu que vous donniez une implication ici importante à la démocratie, vous abordez la question du budget participatif, on le fait à l'échelon communal, mais on peut le faire à l'échelon d'une agglo. Bien sûr. D'une communauté d'agglomération. Ça ne se décrète pas d'un coup de baguette magique. Les gens y vont lentement. Hein. Ça prend plusieurs années à avoir un frissonnement, bien sûr, mais il faut bien commencer. C'est surtout une question d'éducation populaire, d'implication des gens dans la détermination des priorités. Est-ce qu'on est mandaté pour 6 ans et puis on réapparaît 6 ans plus tard? Ou est-ce qu'on a à la fois des objectifs politiques que l'on défend, parce qu'il ne s'agit pas que le dernier qui a parlé, il décide à la place de ceux qui sont mandatés démocratiquement. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Je n'arrive pas avec mon cahier blanc et je leur dis, bon, alors on doit faire quoi? Non, je suis élu avec des objectifs politiques. Bon, mais sur la manière de m'y prendre, sur comment on y va, est-ce que l'application va avoir l'effet escompté? Est-ce qu'une fois qu'on applique, avoir un retour et une évaluation, ça se fait comme ça avec des bureaux d'études qu'on paye cher? Ou est-ce que c'est tout simplement un dialogue construit, permanent, avec des structures de cogestion des services publics avec les usagers concernés? On apprend plus des usagers concernés qu'on apprend des bureaux d'études qu'on paye trop cher. Voilà. C'est aussi un enseignement que moi j'ai tiré de la communauté d'agglomération que j'ai présidée, c'est que construire des processus démocratiques, mettre en place des comités d'exploitation des services publics, co-gérer à parité avec les élus et les associations de consommateurs ou d'usagers, mettre en place des conseils de voisinage ou des conseils de quartier, tout ça c'est une formidable aventure humaine, non pas pour nous convaincre, assommer de nos convictions les gens qui découvrent, mais leur mettre à disposition les matériaux. Si nous on est arrivé à 70% des titulaires de compteurs d'eau qui ont participé à une votation citoyenne, c'est pas parce qu'on leur a dit il y a de la lumière, il faut aller voter là-bas. C'est parce que pendant 6 mois, on a mis les comptes sur la table. Pendant 6 mois, on a mis les effets du contrat de Veolia ou de Suez sur la table. On a décrypté avec eux, avec des intervenants extérieurs qui étaient des syndicalistes, des représentants d'associations de consommateurs. Même si politiquement, on avait envie d'aller de l'avant, on avait envie d'être moteur. On savait que cette respiration était indispensable, que l'éducation populaire, c'est essentiel pour élever le niveau de compréhension, pour que l'arbitrage se fasse démocratiquement et en conscience sur les arguments qui sont échangés. Bon, eh ben vous avez l'UMP qui rentrait dans le débat avec il n'y a rien de mieux que le partenariat public-privé. Hein? Puis il devait aller se confronter à des citoyens qui arrivaient à comprendre en comparant 2 tableaux où il y avait 20 lignes de chaque côté, que dans un cas il y en avait 20, dans l'autre il y en avait 15, et que les 5 de différence, ça faisait 40% de plus sur la facture de l'usager. Voilà votre partenariat public-privé. Ben, je peux vous assurer que les mecs de l'UMP, ils sont ressortis de 6 mois de débat avec 15 réunions publiques et une abstention et une votation dans un autre État. Et à l'arrivée, ils n'appelaient juste qu'au boycott de la votation
hein, parce que soi-disant c'était un plébiscite pour ma personne, d'accord, parce qu'ils n'avaient plus rien à dire quant à l'opportunité de faire une régie publique, parce qu'à l'épreuve des chiffres, leur partenariat public-privé, c'était faire payer plusieurs fois à l'arrivée les installations, les investissements et les services aux usagers. Et là, hein, les archaïques, ceux qui sont dans les vieilles lunes, qu'on raille, dont on se moque, hein, c'est toujours nous, hein, vous le savez. Et quand vous vous confrontez à ça, faites-le sur les transports, faites-le sur les déchets, ce que je vous raconte. Faites-le avec le collectif de l'eau, là. Hein. Traduisez politiquement 20 ans de leur combat. Et vous allez voir que ça ne tient pas en face. Ça ne tient pas. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est vous les bons gestionnaires des deniers publics qu'on vous confie, au service uniquement de l'intérêt général. Voilà. Et eux, ils servent leur idéologie, celle de l'accumulation financière par quelques-uns sur le dos du grand nombre. Et ils prétendent faire ça dans la durée, de l'échelon européen à l'échelon local, en passant par l'échelon national, au moment même où ils expliquent aux gens qu'il faut se serrer la ceinture, que les salaires ne peuvent pas augmenter, qu'il faut travailler à temps partiel parce qu'il n'y a pas assez dans le carnet de commande, qu'il faut répondre aux intérêts des banques, donc il faut diminuer la dépense publique. Bref, que des sornettes où tout le monde est prié de se serrer la ceinture. Mais par contre, pour monter dans les transports, ça ne peut pas être gratuit parce qu'il faut servir les dividendes de Transdev Veolia. Pour la facture de l'eau, on ne va pas terminer en 2015 comme c'est possible juridiquement ici. Le 3 février 2015 à Avignon, vous pouvez être aux commandes d'une régie publique et rien ne peut vous l'interdire, même pas sa délibération à Madame Roy, qui ne tient pas, qui est fondée sur du sable mouvant. Et ça, vous m'accordez 10 minutes de plus, je vous en fais la démonstration. En tout cas, je l'ai expliqué pour que vous puissiez poursuivre la discussion. Et s'il faut, on reviendra vous filer un coup de main après les élections. Mais poursuivre pendant 5 ans de plus entre 2015 et 2020, pour faire quoi? Pour que vous payiez 3 fois le droit d'entrée que Veolia prétend avoir pris en charge à la signature du contrat, pour que vos branchements en plomb qui ont été programmés entre 2002 et 2013 soient payés 2 fois par les usagers de l'eau d'Avignon. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. À un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. S'il faut se serrer la ceinture, tout le monde se la serre. Alors vous allez faire vos profits ailleurs, parce que ici, les 27% de gens qui sont en dessous du minimum 30% des minima sociaux, ils en ont marre. Et par ailleurs, nous sommes porteurs, en effet, du droit à l'eau, l'égal de l'air et du rayon de soleil. Donc du coup, nous, on ne propose pas aux gens que pour rester en vie dans 3 jours, il faut payer. Bon, voilà. Et c'est une conception, c'est une approche politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes... pour ouvrir des nouveaux droits, nous sommes les partageux et ça s'incarne concrètement par des mesures de déploiement du service public comme vous le défendez. En tout cas, moi, je suis venu vous apporter le témoignage que c'est possible. D'autres l'ont fait avec leur réalité sociale, leur réalité financière. Certains le font en cantine scolaire, certains le font en transport, certains le font en mètres cubes d'eau, mais on essaye de faire avancer cette idée que les services publics sont des biens communs. Nous les finançons, hein, parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de coût. Voilà. Bien entendu, il existe l'impôt, il existe des tarifications différenciées selon les usages qui sont faits de ces services publics. Avec nous, les comptes sont équilibrés, hein, mais ils sont débarrassés des parasites, c'est-à-dire des dividendes et des profits que l'on fait sur le dos des missions de service public, que font sur le dos des services publics, notamment les multinationales. Merci Gabriel.